tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire Meet My Job. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve donc pour parler, pour échanger autour de différents métiers. Et cette fois-ci, place à la fonction publique. Je suis accompagné de Rudy Duchesne et de Sylvie Piso. Je vais leur laisser la parole dans quelques secondes pour qu'ils se présentent à vous. Une chose toutefois, vous nous regardez pendant une petite heure. Vous avez le chat de l'application sur lequel vous pouvez me parler directement et parler aux différents intervenants qui sont avec moi aujourd'hui. Et surtout, poser vos questions. Et c'est là le plus important parce qu'on est là pour vous apporter des réponses à vous, jeunes qui nous regardez. Donc, je me ferai évidemment le relais de vos questions. Rudy Duchesne et Sylvie Piso, bonjour à tous les deux. On se Bonjour. tutoie. Je vous Bonjour. appelle par vos prénoms. Bonjour. On s'est dit ça juste avant de commencer la réunion. Je commence peut-être par toi, Rudy. Je te laisse le micro et te présenter en quelques minutes à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors bonjour à tous, donc je me présente, je suis Rudy Duchesne, en fait je suis professeur d'SVT, donc sciences et vie de la Terre dans un collège à Gennevilliers, donc en banlieue parisienne, et j'enseigne effectivement en éducation prioritaire, donc voilà, après on se développera un petit peu plus. Avec plaisir. Sylvie, la parole est à toi. Oui, moi, je suis administrative. Mon titre, c'est attachée d'administration. Je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui dépend du ministère de la cohésion des territoires et des collectivités locales. Et je m'occupe d'un programme qui est le programme de réussite éducative en direction des enfants et des familles qui vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est la première fois, Sylvie et Rudy, qu'on fait un webinaire qui se consacre au métier de la fonction publique. J'ai peut-être envie de démarrer par là. Est-ce qu'on peut peut-être déjà en donner une définition et quel est votre rôle dans ce secteur-là, Rudy? Alors une définition, je dirais que la fonction publique, la particularité en fait de tous les métiers de la fonction publique, c'est qu'ils sont accessibles sur concours, donc ce qui fait effectivement qu'on est des fonctionnaires de l'État. Et après, l'autre particularité, donc moi, je travaille sur le volet éducation nationale, puisque du coup, je suis rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, mon objectif étant d'enseigner des compétences, des savoirs à mes élèves pour qu'ils soient de bons citoyens et acteurs aussi dans cette société à venir. Et ça fait combien de temps, Rudy, que tu exerces? Alors moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis enseignant. Alors j'ai travaillé dans différentes académies, puisque une des particularités aussi de la fonction publique, c'est que quand on devient fonctionnaire, il y a un système de mutation, il y a un système de points, donc on est amené à bouger aussi. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Mais c'est vrai que voilà, du coup, j'ai commencé à enseigner dans l'académie de Rennes en Bretagne, et puis là, ça fait 7 ans que je suis en région parisienne. Et donc, du coup, je dépends de Ouais. l'académie de Versailles. On aura l'occasion de Ouais, reparler c'est des compliqué, ouais. On essaiera de spécificités, faire simple. des spécificités du métier pour ceux que ça intéresse et j'en doute pas. Sylvie, je te redonne la parole, peut-être une définition, la tienne en tout cas, de ce qu'est la fonction publique et qui pourrait éclairer ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, ce qui définit la fonction publique, tout travail de fonctionnaire, c'est d'être au service, c'est le service public, hein. Donc ça, c'est vraiment une notion fondamentale. Alors, comme Rudy, moi aussi, je suis fonctionnaire de l'État, mais je voulais quand même préciser qu'il existe, il y a plusieurs fonctions publiques. Il y a la fonction publique de l'État, par exemple, voilà, moi je suis administrative, il y a des enseignants, il y a voilà, toutes sortes de personnels qui travaillent pour l'État. Il y a la fonction publique territoriale, c'est tous les personnels qui travaillent, par exemple, dans les communes, dans les mairies, dans les conseils départementaux, dans les régions. Par exemple, les services d'accueil à la mairie, une bibliothécaire dans votre commune. Et puis, il y a la fonction publique hospitalière. On en parle quand même pas mal en ce moment à cause du coronavirus. C'est les soignants, par exemple. Mais ça peut être aussi les personnels à l'accueil qui prennent les rendez-vous avec le médecin, avec le chirurgien. Voilà. Donc, je voulais quand même dire on peut travailler dans 3 fonctions publiques différentes et on peut passer d'une fonction publique à une autre. Alors, moi, je suis fonctionnaire d'État, mais j'ai travaillé aussi en fonction publique territoriale. J'ai travaillé dans une commune, j'ai travaillé pour une région. Voilà.
chargé de mission, programme de réussite éducative ANCT. Ça peut paraître un peu barbare et je veux bien, si tu as quelques secondes, d'une petite description, Oui. explication. Alors, juste quand même dire que le programme de réussite éducative dont je m'occupe, c'est comme je le disais un petit peu rapidement, ça s'adresse aux enfants et aux familles qui vivent aux enfants scolaires, enfin, et aux familles qui vivent dans les quartiers politiques de la ville, ou aux enfants qui sont scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les établissements REP ou REP+. Alors, en fait, en général, c'est les enseignants, quand ils repèrent qu'un enfant dans leur classe a un ensemble de difficultés, il n'est pas attentif, euh, il fait le bazar, ou au contraire, il ne dit rien, il n'a pas l'air de bien, il a des problèmes de santé, il a une mauvaise dent, il a des dents abîmées, il ne suit pas la classe, il n'arrive pas à suivre les apprentissages, il est timide, il est trop timide, enfin bon, voilà, quand ils repèrent qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils orientent, ils contactent la famille pour que l'enfant bénéficie d'un accompagnement pour l'aider à aller mieux, à se remotiver. S'il a besoin de consulter un médecin, on l'emmène chez le médecin. S'il a besoin, voilà, s'il s'alimente mal, eh ben, on donne des conseils à la famille pour une meilleure alimentation. Enfin, voilà. Et on l'aide comme ça à reprendre pied pour qu'il soit quand même de nouveau mieux à l'école et qu'il puisse suivre les apprentissages, qu'il puisse être en capacité de lire, d'écrire, de, de s'exprimer avec les autres jeunes, avec l'enseignant, avec les personnels dans l'établissement. Voilà, c'est vraiment aider à l'enfant et la famille aussi, parce qu'il y a un soutien aussi des parents, pour l'aider à reprendre pied et à ne pas décrocher donc, du système scolaire. Voilà. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je réponds aux questions des préfectures, des mairies qui ont des questions sur le fonctionnement du dispositif, sur son financement. Est-ce que je peux financer telle action? Est-ce que j'ai pas utilisé tous mes crédits? Est-ce que je peux les utiliser l'an prochain? Enfin bon, voilà, des types de questions comme ça. Je fais des réunions avec les associations qui ont des grosses associations, nationales, pour discuter de leurs projets et examiner si leur projet est intéressant pour les enfants et les familles des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et puis, je vais donc étudier leur projet et je vais étudier quel montant de subvention je vais pouvoir leur donner pour l'année. Je peux aussi réaliser une enquête auprès de nos correspondants qui sont dans les mairies pour savoir comment ça se passe le dispositif, combien d'enfants ils ont accueillis, pendant combien de temps, comment ils travaillent avec l'éducation nationale, avec les enseignants. Voilà, bon, voilà, je réalise un ensemble d'actions qui sont à la fois administratives, mais en même temps pas que administratives. Rudy, je te passe la parole quelques minutes parce que j'aimerais beaucoup qu'on aborde le moment où tu as eu envie de t'orienter dans cette voie-là, qui est le milieu de l'enseignement. C'est parfois, on dit, une vocation, un don. Je serais très curieux de savoir à quel moment tu t'es dit, allez, je vais enseigner, qui plus est, une matière qui peut-être te plaisait pas forcément quand tu étais au collège, au lycée, et en tout cas, tu l'as appris plus tard. Je ne sais pas exactement, mais je serais ravi d'en savoir un peu plus. Alors moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais élève, donc en collège, j'avais eu plusieurs idées, comme beaucoup d'élèves, sur les professions, sans trop savoir où aller. Et puis, c'est surtout au lycée, en fait, que j'ai commencé, enfin, je me suis rendu compte que moi, ce que j'adorais, c'était le contact avec les jeunes. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai commencé, alors je suis aussi directeur de colonie de vacances aussi, mais en parallèle, je faisais beaucoup d'animation. Et puis, je me suis dit, bon, travailler dans l'animation en tant qu'animateur, ce n'était pas forcément sur quoi j'aspirais. Et c'est vrai qu'après, il y a eu l'enseignement. Alors, au départ, j'ai voulu être prof d'histoire-géographie. J'ai voulu, parce que j'adore l'histoire et la géo. Et puis en fait, j'ai découvert les sciences et vie de la Terre vraiment au lycée.
Et en fait, je me suis dit que c'était une discipline qui était super intéressante parce qu'elle permettait de comprendre le monde, comprendre aussi comment on fonctionne. Et ce que je voyais moi, surtout, c'était de pouvoir faire plein de choses avec mes élèves, à savoir des expériences, des manipulations, des choses comme ça, du concret. Parce que bon, moi, en tant qu'élève, au lycée, je me souviens que les cours de maths, j'aimais moins. Donc, c'est vrai que ce que j'ai aimé faire, c'était la manipulation. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé vraiment à avoir cette vocation pour l'enseignement. Mais la priorité, c'était voilà, le fait de travailler avec les jeunes et d'être auprès de jeunes en permanence. Et puis après, bah, transmettre des savoirs, ça a été effectivement quelque chose qui a été le déclic et qui m'a orienté, même si en terminale, je ne savais toujours pas avec certitude que je voulais devenir enseignant. Hmm. Et tu parlais tout à l'heure, Rudy, de la spécificité aussi de la fonction publique quand tu as donné un petit peu ta description, c'est qu'effectivement, il existe un concours d'entrée. Est-ce qu'on peut en dire peut-être un petit peu plus sur la méthode de sélection, comment on accède au métier qui est le tien, c'est-à-dire professeur de SVT ou même d'autres matières, parce que je pense que la logique est la même, peu importe la C'est matière que ça. tu choisis. C'est un concours, hein, c'est ça, hein. Exactement, c'est un concours. Donc, la particularité du concours d'enseignant, c'est que maintenant, il faut un bac+5, c'est-à-dire un master, bac+5, pour pouvoir en fait présenter le concours. Alors, la particularité du concours, c'est qu'il se passe en 2 étapes. La première, il s'agit d'un écrit. Donc, selon les disciplines, il peut y avoir plusieurs écrits. Moi, dans ma discipline, j'ai eu effectivement 2 écrits. Et puis après, il y a aussi, donc quand on passe ce qu'on appelle l'épreuve d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on a passé les écrits, on a été sélectionné parmi un nombre de candidats, on va à l'oral pour effectivement, du coup, passer la dernière partie, donc, dans lequel on a, enfin moi, en SVT, en tout cas, on a eu 2 oraux aussi. Et à l'issue, en fait, de ce parcours un peu du combattant qui est les concours, on est professeur stagiaire, en fait. Et Donc, comment on se prépare, Rudy, à ces concours-là? C'est une question de Marion, il y a une question d'Eros aussi sur est-ce que c'était ton orientation principale? On y reviendra juste après, mais comment on se alors, prépare au concours parce que tu étais sur ce sujet-là? Comme une première année de médecine, il faut bosser? Alors, Évidemment. c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi, j'ai un parcours un peu particulier, puisqu'après ma terminale, je suis parti en classe préparatoire. Donc, j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles. Étant donné que je ne savais pas encore ce que je voulais faire avec certitude, étant donné que j'étais bon élève, on m'a conseillé de faire les classes préparatoires. Donc, j'ai fait 2 années. Et en fait, à l'issue de ces 2 années, je me suis rendu compte que les classes préparatoires ouvraient donc au concours d'ingénieur, essentiellement. Et ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc, j'ai obtenu une équivalence. Et je suis arrivé directement en fait en 3e année de licence, donc à la fac, à l'université. Et en fait, pendant l'université, donc j'ai obtenu ma licence 3, j'ai eu mon master 1 et un master 2, donc pour pouvoir présenter le concours. Et dans de nombreuses universités, en fait, aujourd'hui, maintenant, il y a des formations qui sont spécialisées sur l'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, on a des préparations au concours qui s'effectuent en général sur une année. Donc, c'est des préparations qu'on appelle CAPES ou agrégation, puisqu'il faut savoir aussi que pour devenir enseignant, il y a 2 concours possibles, ce qu'on appelle le CAPES ou l'agrégation. Donc, il y a une petite différence, on verra peut-être plus tard la différence entre les deux. Mais voilà, du coup, il y a dans les universités des formations qui s'effectuent sur un an dans lesquelles on a des cours de façon intense pour effectivement préparer les écrits et ensuite l'oral. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, alors pour Rudy, vous l'avez compris parce qu'il vient de le dire, effectivement, il est professeur de SVT au lycée Guy Môquet à Gennevilliers. Je crois, si je ne me trompe pas sur ce que tu as dit tout à l'heure, Rudy, ça fait 10 ans que tu exerces. C'est ça. Voilà. Et Sylvie Pizot, à qui je vais redonner la parole, je te laisse réactiver le micro. Sylvie, qui est chargée de mission programme de réussite éducative à l'ANCT. J'ai tout noté parce que je ne veux surtout pas faire d'erreur. Sylvie, peut-être comme Rudy, est-ce qu'on peut te demander à quel moment tu as eu envie de t'orienter dans cette voie-là? Alors moi, en fait, contrairement à Rudy, quand je suis arrivée au bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller à la fac. J'ai fait des études de lettres. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai préparé un- des Un études examen, un concours? de documentaliste. J'ai suivi un cursus. Et après, ben voilà, j'ai postulé au ministère de la Culture, à la bibliothèque du musée du Louvre, bon, pour remplacer une femme qui partait en congé maternité.
Puis quand arrivait la fin du congé maternité, on m'a dit, bah, ou vous passez les concours et vous devenez fonctionnaire, ou bah, on va vous garder. Ah, alors, bah, du coup, je me suis dit, il faut que je passe des concours et j'ai passé différents concours de catégories, voilà, de différentes catégories. J'ai été reçue au concours de secrétaire documentation du ministère de la Culture. Voilà, à partir de là, j'ai travaillé au ministère de la Culture. Puis après, j'ai travaillé au ministère. Catégorie B, c'est niveau bac. Et moi, comme j'avais fait quand même j'avais fait une licence, mais j'avais fait aussi une maîtrise, je voulais quand même accéder à un niveau supérieur. Donc, je voulais passer les concours au niveau dessus, ce qu'on appelle les concours de niveau, de catégorie A. Et pour ça, ben, j'ai préparé les IRA. Alors, qu'est-ce que c'est les IRA? C'est les instituts régionaux d'administration. Et ça permet de devenir cadre. En fait, c'est le niveau en dessous de l'ENA. Ça permet de rentrer cadre, mais sans avoir la difficulté de rentrer à l'ENA. Ben, là aussi, il faut préparer rentrer dans un institut régional d'administration. En fait, il faut préparer le concours. Moi, j'ai appris des choses que je n'avais jamais appris. J'ai appris du droit, des finances publiques, de la géographie économique. Voilà. Et j'ai passé le concours des IRA. J'ai été admise. Pendant un an, j'ai été payée pour faire des études, pour être fonctionnaire, enfin administrative. Et à la sortie du concours, c'est en fonction du rang de classement, on choisit le poste qu'on veut. Moi, j'ai choisi l'éducation nationale. Voilà. Et à partir de là, ben, j'ai fait toute une carrière où je suis rentrée dans l'éducation nationale, mais j'ai aussi travaillé au ministère des Affaires sociales et dans différentes collectivités. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais disons que on peut comme ça, si vous voulez, ça me paraît important de le dire, bouger dans la fonction publique en prenant des postes plus importants, en faisant différentes choses. Moi, j'ai travaillé dans les services culturels, après j'ai travaillé à l'éducation nationale, après je me suis occupée d'affaires sociales et santé. Et c'est comme ça que finalement, je suis arrivée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Rudy, je te redonne la parole. Est-ce qu'on peut, c'est toujours difficile ce genre de questions, pas de créer un profil type, mais est-ce qu'on peut, sous forme de conseil, peut-être essayer de comprendre quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce métier-là? Quelles sont les qualités requises, entre guillemets? Alors, effectivement, il y en a plusieurs, je pense. Bon, déjà, la première, c'est d'avoir des connaissances dans la discipline, hein. C'est quand même, je pense, Ouais. effectivement, la chose importante. De pouvoir effectivement enseigner des véritables connaissances et non pas voilà, des on-dit ou des choses comme ça comme on peut voir sur, par exemple, les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc ça, c'est avant tout la connaissance. Et puis après, bah, la particularité d'enseignant, c'est que moi, je dis toujours, hein, je suis toujours en représentation devant mes élèves. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu être un acteur, hein. On se souvient tous, on a peut-être des profs qui nous ont marqués, mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement à l'aise à l'oral parce qu'un enseignant aujourd'hui qui n'est pas forcément à l'aise à l'oral, c'est un enseignant qui aura des difficultés dans ses classes. Alors après, bien entendu, tout dépend de quel établissement dans lequel on va enseigner, hein. Si vous êtes dans un collège entre guillemets lambda ou assez de milieu favorisé urbain, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais si on arrive dans des collèges où on est un peu dans l'éducation prioritaire, on va rencontrer probablement quelques difficultés. Donc, c'est vrai que le conseil que je peux donner, c'est vraiment voilà, d'être à l'aise à l'oral et puis d'aimer le contact avec les jeunes parce que c'est quand même aussi un métier où on est en permanence avec des élèves. Donc, c'est un public particulier. Ce n'est pas forcément facile tous les jours. Donc, il faut effectivement aimer avoir une appétence pour les jeunes. Je donne la parole à Sylvie. Bah, pareil, même question. Sylvie, quelles sont peut-être les compétences, je dirais, requises pour exercer le métier que tu fais toi, ou en tout cas les qualités? Alors, comme Rudy, bah, effectivement, une parfaite expression à l'oral, parce que bon, quand on est voilà, dans mon travail, en tant qu'administrative, on assiste à pas mal de réunions et il faut pouvoir, avec des partenaires, avec d'autres ministères, avec des associations, des présidents, des directeurs d'associations,
faut être en mesure de pouvoir voilà, s'exprimer correctement et savoir argumenter aussi ce qu'on dit, quoi, hein. Puis dans une administration, et ça c'est vraiment un trait important de la fonction publique, c'est savoir s'exprimer parfaitement à l'écrit. On écrit beaucoup, alors les mails, bon, bah, ça c'est toute la journée, mais ça c'est un peu tout le monde, j'allais dire, mais aussi c'est vraiment la culture de l'écrit. Enfin, moi, partout où j'ai travaillé, que ce soit éducation nationale, affaires sociales, c'est la même exigence. Il faut que les courriers, un courrier à un maire, à un préfet, il faut que ça soit parfait. Bon français, écrit court, bien argumenté, faire des notes. On fait beaucoup de notes à sa hiérarchie qui vous demande bah, qu'est-ce que vous feriez comme proposition pour développer telle et telle action, pour augmenter, je ne sais pas, le nombre d'enfants bénéficiaires, euh, je sais pas, pour les vacances. Enfin, je dis n'importe quoi. Bah, il faut pouvoir écrire, présenter le problème et présenter enfin, les projets, les orientations, et expliquer voilà, l'intérêt des propositions qu'on fait, quoi. Il faut que ça soit argumenté, bien écrit. Et là, c'est vrai que c'est très important. Donc, il y a Sylvie, beaucoup de tu parles rigueur. Beaucoup de Vas-y, rigueur vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Non, c'est vraiment beaucoup de rigueur, encore plus à l'écrit, évidemment. Rudy aussi en parlait beaucoup, mais Sylvie, toi aussi, du coup, je reste avec toi quelques secondes. Tu dis, c'est vrai, il faut être très à l'aise à l'écrit, très à l'aise à l'oral, mais je pense peut-être à ceux qui auraient envie de faire l'un de vos deux métiers, mais qui sont par exemple timides ou pas très à l'aise à l'idée justement de prendre la parole. C'est quoi? C'est quelque chose qui était inné chez vous? C'est quelque chose que vous aviez travaillé, vous, de votre côté, avant de faire ce métier-là? Pas du tout. Ok. Bon, c'est vrai que pour l'écrit, comme j'ai fait des études de littérature, de lettres, je peux dire que ça m'a un petit peu, ça m'a quand même aidé, je ne vais pas dire le contraire. Pour l'oral, moi, au départ, j'étais quelqu'un de très timide. Dans mon premier poste, la première réunion, on m'a dit, il y avait, je sais pas, il y avait 40, 50 personnes, on m'a dit, c'est vous qui allez faire le compte-rendu oral de la réunion. Alors là, je suis devenue rouge écarlate, j'ai cru que la peau de mes joues allait éclater, j'étais comme une bouilloire et j'étais rouge comme une… voilà. Bon, bah, j'ai quand même fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai fait, en plus, j'arrivais, je connaissais même pas le dossier, les sujets. Enfin, c'était, je crois, la première semaine où je prenais mon poste. Bon, maintenant, si vous voulez, j'allais dire, c'est l'expérience. C'est à Ouais. force d'aller en réunion, à force d'écouter les autres, de prendre la parole et que on prend confiance en soi. Et avec les années, ben, je veux dire, maintenant, quand je prends la parole, je deviens plus rouge comme une tomate, quoi. Mais ça devient quasiment naturel, quoi. Vous voyez, mais ça, c'est un peu comme d'autres métiers, c'est l'habitude, hein. C'est à force, bah, on se rôde, on apprend, on prend sur soi. Pardon, on prend sur soi. Ça devient de plus en plus facile, puis à la fin, ça devient presque naturel, quoi. Alors l'écrit, c'est différent, hein. C'est une autre contrainte, hein. Ouais. Rudy, Mais c'est c'est une pareil bonne pour toi? école, c'est une bonne école. Quand on est timide, moi je suis sûre que moi j'ai encadré des masters 2, des personnes qui vont faire un stage hyper timide au début, et puis à la fin, en leur donnant un peu confiance, en les poussant, bah, c'est toi qui vas parler, qui va présenter le projet, quoi. Et puis après, on débrief, il faut plus argumenter comme ça, ou affirmer. Oui. Voilà, mais ça vient tout, enfin, ça vient en faisant, quoi. C'est tout bête à dire, mais enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais je suis sûre que c'est pareil pour les autres collègues. Rudy, c'est pareil, justement, toi aussi? C'était inné, c'était un don, tu étais timide ou non? Ben, moi, j'avais plutôt une aisance orale relativement, enfin, depuis que je suis jeune, c'est vrai que l'oral, ça m'a toujours plu. J'étais délégué de classe, c'est vrai que j'ai été délégué au conseil d'administration, donc globalement, j'avais pas peur. Mais c'est vrai que quand on se retrouve prof et que c'est notre première fois devant les élèves, oui, on se Eh sent ouais. effectivement un peu rouge, etc. Et puis au fur et à mesure, et ben, en fait, tout ça, ça se gomme et en fait, on prend de l'expérience, on prend de l'aisance et
voilà, on a fait des erreurs qu'on ne fait plus aujourd'hui, en fait. C'est comme partout dans tous les métiers. Oui, bien sûr. Rudy, question de Céline ou Céline, pardon, je suis désolé si je prononce mal. Est-ce qu'il faut faire le même parcours pour être professeur de primaire ou maternelle? Alors oui, effectivement, ce qu'on appelle le professeur des écoles, hein, qui est différent du professeur de collège et lycée. Mais effectivement, le concours, c'est professeur des écoles et après, on choisit soit primaire ou maternelle. Moi, j'avais une question à te poser, Rudy. Si vous en avez d'autres, bien entendu, vous tous, hein, sur le chat, n'hésitez pas. Il nous reste 10 bonnes minutes encore ensemble. Alors, allez-y. Vraiment, je me fais l'écho de vos questions. Oui, question, Rudy, qui m'intrigue. Je crois savoir, en tout cas, évidemment, que vous avez un programme à respecter dès lors que tu dois enseigner et que j'imagine que tu as des documents pour construire tes cours, etc. Moi, je voulais quand même savoir si vous aviez une totale liberté dans votre manière de, je dirais, d'enseigner, ou est-ce que même dans la méthode d'enseignement, vous devez respecter, je ne sais pas, des directives? Voilà, est-ce que finalement, tu peux mettre en place tous les exercices que tu veux, toutes les activités que tu veux pour transmettre aux élèves? Alors effectivement, on a cette liberté-là, c'est-à-dire on est capable de, voilà, de faire comme on veut, ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est effectivement de répondre au programme, donc c'est-à-dire aux attentes de chaque niveau. Donc on a des connaissances à faire assimiler aux élèves, et puis on a aussi des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, des savoir-être, etc., qu'il va falloir leur transmettre. Donc, je prends l'exemple, par exemple, en sixième, de l'utilisation du microscope. Donc, ça va être une compétence qu'on va travailler tout au long de la sixième. Après, je l'aborde comme je veux. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre et on n'a pas forcément de documents. C'est-à-dire que c'est à nous de construire complètement nos cours de A à Z. D'accord. Mais D'accord, on ok. doit, voilà, on a des notions à faire respecter. Et ce qui permet aussi à un élève qui déménage va découvrir quelque chose de nouveau dans un autre collège, puisque globalement, il y a un programme commun à tous les élèves de France. On a deux questions en une et on va les regrouper comme ça de Yousra. Sylvie, ça va être pour toi. La première, c'est vrai que c'est une bonne question que je n'ai pas forcément posée, mais est-ce que vos métiers vous plaisent et est-ce qu'ils sont durs? Je crois avoir compris quand même que vos métiers vous plaisaient, mais on va tâcher d'y répondre. Sylvie, je t'en prie, est-ce que ton métier te plaît et est-ce que tu le trouves difficile, dur au quotidien? Mon métier me plaît. Enfin, moi, je n'ai pas spécialement un métier comme Rudy, c'est-à-dire, moi, c'est la particularité de mon statut, je suis attachée à l'administration, je suis une généraliste. Aujourd'hui, je m'occupe d'éducation, mais demain, si j'ai envie de changer, je peux m'occuper de santé. Donc, c'est pas vraiment un métier. Quand je prends un poste, du coup, c'est comme si c'était un métier. Là, actuellement, je suis dans le secteur de l'éducation. Je considère que c'est un peu un métier. Mais est-ce que ça me plaît? Oui. Après, si vous voulez, comme j'ai fait dans différents endroits, ça peut devenir plus ou moins comment dire, euh, intéressant ou motivant selon l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend beaucoup aussi de l'équipe dans laquelle on est. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, on a une hiérarchie. Dans un ministère, notamment, il y a une très forte hiérarchie. Alors avant, il y avait un adjoint au chef de bureau, puis après, il y avait le chef de bureau, puis après, il y avait le directeur adjoint, puis après, il y avait le directeur. Et en fait, il faut toujours avoir l'avis de la personne qui est au-dessus de vous. Donc, plus on a effectivement entré dans un endroit où les avis sont souples, où on peut avoir une marge de manœuvre et plus effectivement le travail devient intéressant. Merci beaucoup, Sylvie. En tout cas, Rudy, toi, est-ce que ton métier te plaît et est-ce que tu le trouves difficile? Alors oui, effectivement, mon métier me plaît. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que même si on a une répétition entre guillemets avec ces classes, sur ce qu'on dit sur les notions, en fait, chaque classe est complètement différente et du coup, on est toujours amené à innover. Et donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que mon métier est dur? Oui, clairement. C'est un métier qui n'est pas facile. Comme je le disais, on travaille avec du public, hein, donc avec des adolescents. Enfin, moi, ma particularité, c'est que je travaille effectivement avec des adolescents au quotidien.
C'est-à-dire, quand j'ai cours, par exemple, demain, je vais avoir 7 heures de cours d'affilée avec des publics différents, donc de la 6e à la 3e. Donc oui, c'est fatigant et il y a des tensions, il y a plein de choses. Et puis, on est parfois dans des établissements où les contextes sont aussi compliqués. Donc ça n'arrange pas. Et puis, en fait, il faut imaginer aussi que quand on est prof, quand on rentre chez nous le soir, on n'a pas fini notre travail. C'est-à-dire qu'on a des cours à préparer, qu'on a des copies à corriger et que il y a des fois, il y a des soirs, on va se coucher, il est 1h du matin parce qu'on a des tas de copies à corriger. Et puis, le lendemain matin, on renchaîne et on doit être opérationnel à 8 heures en classe. Donc oui, c'est un métier qui est très prenant et voilà, mais qui est aussi fatigant et surtout, en fait, je dirais, si on veut s'investir à fond, si on est capable aussi de se remettre en question et qu'on veut faire évoluer ses pratiques, sinon après, on peut aussi, à l'inverse, rentrer dans une certaine routine et quand on a sa trame, c'est bon, c'est fait, quoi. Rudy, Sylvie, merci infiniment d'avoir partagé ces 40 minutes avec nous pour ce webinaire. C'était extrêmement intéressant. Je vous dis à très bientôt. Ce webinaire, pour vous qui l'avez suivi, vous le retrouvez sur la plateforme MAG et sur le YouTube, évidemment. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau webinaire, cette fois-ci consacré au métier de la santé. Rudy, Sylvie, mille merci à vous d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Au revoir. Ouais, grand plaisir partagé. Merci. Au revoir.